Pour vous, fin de vie, c'est quand? C'est quand la personne on sait que cette personne a une maladie grave ou la période, combien de temps il lui reste à vivre? C'est quoi le plus important? Quand on m'a dit que ma mère allait quitter l'hôpital de Thionville pour arriver aux soins palliatifs d'Hayange, la première pensée, c'était de se dire qu'on arrivait au bout. Ça fait partie de notre vie, hein. La naissance, la vie et ensuite la mort. Le terme, dès qu'on prononce le terme soins palliatifs, il est vrai que la première chose que les gens associent, c'est la mort, quoi. Je voulais savoir aussi si c'était déjà arrivé qu'il y a un patient qui souffrait trop, demander de mourir plus rapidement en fait. Elle voulait plus rester en vie et maintenant on voit quand même qu'elle fait des efforts pour continuer à vivre quand même, quoi. J'en reviens pas. J'en reviens pas que je suis là en vie. Que je suis en vie. Moi, je voulais savoir si ces soins ils sont uniquement destinés aux personnes où vous êtes sûr que c'est la fin ou c'est destiné à d'autres personnes qui sont dans des situations plutôt différentes. Même si on sait que l'échéance va être le décès à un moment ou à un autre, on ne sait pas quand, pendant tout ce temps qui reste, qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir leur donner les moyens de vivre ce qu'ils auraient envie de vivre? Non, je trouve pas. Si, elle est assez grosse. Oui, mais je trouve pas le tout. Madame Sfalcine, 80 ans, est atteinte d'une maladie incurable. Elle est arrivée dans cette unité de soins palliatifs à l'initiative de l'équipe médicale qui la suivait à l'hôpital de Thionville. Essayez de l'attraper. Pour son fils José, l'annonce du diagnostic et de son issue fut aussi inattendue que brutale. Il ignorait tout des soins palliatifs et de l'accompagnement des personnes en fin de vie. Le simple fait d'être assis à côté de ma maman et de l'aider à enfiler des perles pour réaliser un collier, c'est vrai qu'il y a 4 mois de ça, je n'aurais pas pu l'imaginer, parce qu'on est tous emportés dans des tourbillons professionnels, des tourbillons de vie privée. On sait qu'on est entouré de personnes âgées, mais on court après le temps. Donc il y a des choses qu'on ne fait plus, qu'on ne fait pas. Et puis finalement, le fait de se retrouver en soins palliatifs, ça ouvre des parenthèses, ça ouvre des possibles qui n'étaient pas. Et on se met à... Ça permet un dernier rapprochement entre des vivants qui s'étaient éloignés à cause du travail, à cause des vies de chacun, et qui se retrouvent pour partager des nouvelles choses. Donc des plaisirs qui n'étaient pas prévus, mais qui arrivent. Voilà. Dis, tu m'amèneras des pots de miel, hein? Je vais en donner à Catherine. On peut se demander si une personne qui doit se résigner à passer du lit au fauteuil, du fauteuil au lit, avec un élève malade, qui a besoin d'assistance pour sa toilette, qui a besoin d'assistance pour manger, qui a besoin d'assistance pour tout, on peut se demander si une personne dans cet état-là a encore un plaisir de vivre, une joie de vivre. Il y a des instants. Je pense qu'il y a... Je dirais que finalement, c'est un petit peu comme la vie de tout le monde, à tous les stades de la vie. Il y a des moments où on voit que l'esprit est ailleurs, qu'elle est occupée par son activité, qu'elle est occupée par son entretien, et que donc il y a un plaisir, un sourire, une musique dans la voix. Et puis il y a des moments où c'est le stress qui l'emporte, parce qu'il y a tout un passé qui n'est plus là. Ça va la main? Hein? Avec tout les colliers, les bracelets, là, tout ce que tu fabriques. Eh ben oui.
Bah, ça fait travailler, tu vois. Là, j'ai quand même récupéré pas mal. Hein. Ah, bah oui, par rapport au début. Hein. Ah oui. Bah, même les jambes. T'arrives quand même à les bouger. Sans être dans sa tête, sans être dans sa peau, j'ai envie de dire que même encore en soins palliatifs, même encore en fin de vie, ma maman montre qu'on peut encore avoir des petits moments de bonheur, des petits moments agréables, parmi les moments plus durs, plus difficiles. Les soins palliatifs et l'accompagnement des personnes en fin de vie est une histoire française vieille de 30 ans. En 1999, pour la première fois, la loi Kouchner-Neuwirth inscrit dans le droit français la possibilité pour toute personne en fin de vie d'accéder à des soins palliatifs et à un accompagnement tant médical que psychologique. En 2005, la loi Leonetti précise les contours de cette prise en charge palliative. Elle garantit aux patients la mise en œuvre de tous les moyens thérapeutiques pour soulager la douleur et refuse l'acharnement thérapeutique. La loi Leonetti, elle insiste sur deux repères fondamentaux. Le premier repère fondamental, c'est le refus de l'acharnement thérapeutique. La loi Leonetti assure au patient qu'il ne subira pas d'acharnement thérapeutique, c'est-à-dire que si un jour il ne veut pas un traitement qui le maintienne en vie, alors il n'aura pas ce traitement. Le deuxième repère de la loi Leonetti, c'est le refus de donner la mort, c'est-à-dire il refuse qu'un médecin, qu'un soignant donne la mort. Et entre ces deux repères, la loi Leonetti fait en sorte que le patient soit au cœur des décisions qui le concernent et que le patient soit assuré d'être soulagé. Qu'est-ce qui se passe là en ce moment pour vous? C'est un sale coup. Un sale coup. Vous y attendiez pas, hein, ça a été vite. Et puis la nouvelle a été annoncée Brutalement. brutalement. Et ça, c'était quand? Il n'y a pas très longtemps. Il y a 10 jours. Il y a 10 jours. Nous, ce qui nous intéresse de laisser émerger de cet entretien, c'est de rejoindre le patient là où il en est, de la connaissance de sa maladie, d'essayer de percevoir comment il vit sa situation actuelle, comment il a vécu éventuellement tout son parcours médical, hein, et puis comment il se projette un peu dans l'avenir. Est-ce qu'il a éventuellement échangé avec sa famille? Quelles sont ses angoisses et quels sont ses désirs de le partager ou non avec ceux qui l'entourent? Est-ce que parfois vous êtes un peu angoissée, vous êtes un peu inquiète de l'avenir? Oh non, je dis, je ne veux pas y penser. Vous ne voulez pas y penser. Bon ben voilà. Hein. On va être dans la vie alors. Hein. On va essayer de vivre au mieux ce temps-là. Nous, on l'a vu ce matin, hein, votre maman, elle a plutôt la perception qu'elle est très au fait de ce qui lui arrive. Elle n'a pas envie d'aborder le sujet avec vous, peut-être pas vous faire de la peine, et puis vous évitez d'aborder ces questions qui sont très délicates à partager. Hein. Même si on vous a donné une échéance, hein, c'est une fourchette, mais on ne sait pas du tout la maladie, comment et en combien de temps elle va évoluer. Ce sera peut-être en quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Hein. Et nous, l'objectif, c'est d'essayer de vivre ce temps-là le mieux possible. Hein. On ne met en place des traitements que si elle en retient un bénéfice de confort. Hein. Ça appelle certains symptômes dont elle se plaint. Hein. Donc, mais elle a aussi des traitements qui prolongent un peu son existence. Si un jour elle ne sait plus manger, on va aussi poser la question, est-ce qu'on met une perfusion, est-ce qu'on n'en met pas, est-ce qu'on continue les traitements qui poursuivent sa vie ou pas. On verra à ce moment-là. Donc voilà, c'est des questions qui vont peut-être se poser. Et donc c'est bien d'en avoir discuté un peu en anticipation, peut-être avec elle aussi, pour savoir jusqu'où on va, enfin qu'est-ce qui fait sens pour elle et quels seraient ses repères de vie. Hein, qu'est-ce qui est important, quelles seraient
Ces repères au-delà desquels la vie n'a plus de sens. Ouais. Et, Elle, ce qu'elle attend du soin palliatif, c'est qu'il y ait quelqu'un autour d'elle, quoi, c'est tout, c'est ça. De la présence. De la présence. On a du mal dans notre société aujourd'hui à aborder la question de la mort. Du coup, pour nous, acteurs de soins palliatifs, un des enjeux, c'est comment, au rythme des gens, on discute avec eux, qu'est-ce qu'on peut réellement attendre d'un traitement. C'est quoi leur projet de vie pour le temps qu'il leur reste à vivre? Qu'est-ce qu'ils ont vraiment à cœur? Qu'est-ce qui serait signifiant pour eux? Nous, médecins, on peut faire beaucoup de choses. On peut faire des traitements, on peut prolonger les existences. Mais est-ce que c'est vraiment ça ce que souhaitent les personnes malades? Est-ce que c'est vraiment ça ce qui donne du goût, du sens à la vie? Voilà. Est-ce qu'on peut essayer d'en parler un peu plus ensemble? Et regarde-moi. Pour une personne qui n'a jamais été dans un hôpital, moi je comprends bien que les gens disent mais nous ce qu'on veut c'est ne pas souffrir et puis quand j'en ai marre qu'on mette fin à ma vie. Ça me semble une demande mais tout à fait légitime. Ce qu'il y a c'est que quand on est sur le terrain, quand on rencontre les personnes qui sont réellement malades, on se rend compte que c'est beaucoup plus complexe, nuancé, ambivalent que ça. Toutes les affaires médiatiques, quelles qu'elles soient, montrent notre malaise vis-à-vis de cette question. Elles montrent le rapport que l'on a à la mort, à la fin de vie, comment on a peur d'évoquer cette question de la fin de vie, comment on a peur de souffrir, donc exprime toutes nos inquiétudes. Et derrière ces inquiétudes, on a l'utopie de penser qu'on pourrait tout maîtriser. Qu'on fait venir le meilleur des médecins, on fait venir la meilleure des infirmières, le meilleur des psychologues, pour ceux qui croient dans une religion, le meilleur religieux, et tout va bien se passer. Non, le moment de la mort reste un moment difficile à traverser pour la personne qui meurt, un moment difficile à traverser pour les personnes qui accompagnent, et un moment où effectivement il y a une perte de la maîtrise. Probablement que le rôle des soins palliatifs, c'est de maîtriser autant que faire se peut les situations, mais d'accepter, d'accompagner la part d'incertitude. Elle n'a plus la force de sonner la nuit. Elle crie pour appeler. Donc voilà, elle est douloureuse, mais elle ne sait pas dire où en fait. En fin de matinée, là, c'était bien prononcé. Il se plaint par moments sans rien faire, de douleurs aiguës, mais qui passent très très vite. Et c'est un peu partout. C'est pas localisé. C'est pas localisé, c'est tantôt dans une jambe, tantôt dans l'autre. Ce matin, sans rien faire dans un bras. Voilà, c'est des douleurs vives et qui passent, quoi. Je veux dire, en 10 secondes, c'est... Je sais pas. Il m'a dit quand même, j'ai trouvé ça assez intense, qu'il aurait préféré que ça aille plus vite. Il préférait que ça aille plus vite, quoi? L'évolution de la maladie pour qu'il meure, en fait. Et je lui dis, est-ce que c'est votre souhait de mourir? Il me dit, si je peux pas remarcher... Il n'a pas dit vraiment les mots, mais quand moi je complétais les phrases, le sens c'était ça. S'il n'arrive pas à remarcher, il sera en grande difficulté. Et puis il peut faire des choses, hein. Ce matin il s'est rasé tout seul, il peut faire des choses, je suis sûre. Je veux l'encourager. De prime abord il est un petit peu frontal, un peu opposant, et puis après on peut faire des choses. En 30 ans, les soins palliatifs ont su s'imposer à la fois dans leur dimension sociétale, mais aussi au cœur de l'enseignement universitaire. Aujourd'hui, dès la première année de médecine et d'école infirmière, les étudiants sont sensibilisés à la prise en charge palliative et s'interrogent. Un diplôme universitaire de soins palliatifs est désormais proposé. Après, je pense que même dans l'opinion publique, c'est un peu quand même perçu comme un abandon. On soigne plus la personne, on arrête de la... je pense dans l'idée qu'ont les gens qui connaissent pas bien la médecine, c'est un peu mal perçu, j'ai l'impression. Ceux qui n'ont pas du tout donné. C'est un peu tabou, je pense.
Puis il y a la notion, je pense, du point de vue public, et même nous un peu, il y a soit ce que tu disais, où ils ont l'impression qu'on abandonne la personne, soit je pense aussi l'impression qu'on la maintient en vie pour certaines personnes, et, alors que pour eux, c'est pas acceptable de laisser les personnes dans cet état-là, quoi. Comme justement la médecine a beaucoup progressé quand même ces dernières années, on a un peu l'impression que maintenant on pourrait tout faire, et du coup les gens acceptent beaucoup moins, je pense, qu'avant qu'il n'y ait plus de solution, et que justement la seule solution ce soit d'aider la personne à mourir. Ouais. C'est sûr que on ne peut pas percevoir ça comme un échec, puisque c'est le déroulement normal de la vie au final, mais au contraire on arrive à l'améliorer. Mais je pense que certaines personnes en veulent à la médecine de ne pas avoir trouvé des solutions pour soigner toutes les maladies, et qu'il n'y ait pas de solution pour tout le monde, quoi. Lorsqu'on évoque le mot soins palliatifs, il suffit de le faire lors d'une conversation privée ou lors d'un dîner pour mettre une ambiance très noire dans un dîner. Quand on dit « qu'est-ce que vous faites ?» vous dites « je travaille dans les soins palliatifs », c'est terminé, le dîner est achevé. Parce qu'il y a cette représentation très négative. Cette représentation de mort. Nous, on essaye de montrer que, bien sûr, les soins palliatifs accompagnent une personne au terme de sa vie, mais dans un projet de vie. Donc, en pratique, mettre en œuvre des soins palliatifs, c'est assurer à une personne qui arrive au terme de sa vie qu'elle n'aura pas de douleur physique, qu'elle sera accompagnée psychologiquement, qu'elle sera également accompagnée spirituellement. Et puis, c'est lui dire aussi que si on l'accompagne elle, on accompagnera aussi sa famille. Finalement, ce qu'on peut aussi lui dire, c'est qu'on fera en sorte qu'elle puisse mourir dignement. C'est-à-dire soulagée, sans souffrir, dans le lieu qu'elle souhaite, soit à l'hôpital, soit à la maison, et entourée par ses proches. Donc on est vraiment à l'écoute du patient, on prend le temps, voilà, de comprendre les besoins du patient, et s'il faut, voilà, qu'on arrête un soin pour pouvoir discuter et l'aider à verbaliser ses peurs et ses angoisses, on prend le temps. On n'est pas bousculé par un temps technique auprès du patient. On est vraiment attentif à la souffrance, qu'elle soit physique ou psychologique. On essaye vraiment de faire au maximum pour diminuer cette souffrance et de rendre, on va dire, les jours les plus paisibles possibles, et pour la famille et pour le patient. Qu'il y a encore des choses à faire et il y a encore des choses à vivre, jusqu'au bout. Ouais. Bonsoir, monsieur. On va baisser de moitié, puis on verra en cours de nuit. Hein? La nuit, je peux faire énormément d'accompagnement. C'est des patients qui ont besoin de refaire une relecture de leur vie ou de parler des choses qu'ils n'ont pas pu faire avec leurs proches. Donc c'est à leur proposer des choses, de discuter. Des fois, ils n'ont pas pu discuter avec leurs enfants. Ben voilà, ça va trop vite, j'ai pas pu, on n'en a pas parlé. Et d'avoir ce temps, parce qu'ils sont dans leur chambre la nuit, dans le noir, ils ont, comme ils disent, ça cogite. Voilà, ça c'est un appel, pour moi j'entends ça cogite. Je vais cogiter avec eux, c'est-à-dire que je vais les écouter, et puis on va essayer de trouver des solutions, d'en discuter avec l'équipe du matin pour que les médecins retournent les voir. Est-ce que l'installation sur le côté, comme vous êtes là,
quelques heures, vous conviendrez. Serrez-moi la main pour me dire. Vous ne me serrez pas. Donc on vous remet comme vous étiez tout à l'heure. C'est une atmosphère, ce calme, ce noir, ça, les gens se lâchent. Voilà, ils ont besoin de ça et on est là, on est juste les oreilles pour écouter. Nadine et Sandrine sont infirmières et font partie du service d'hospitalisation à domicile à l'hôpital d'Hayange. Chaque jour, elles se rendent au domicile des patients qui ont fait le choix de vivre leur fin de vie à la maison tant que cela est possible. Ce matin, les jeunes femmes sont attendues par Madame Festosi, une patiente qu'elles soignent et accompagnent depuis un mois. On y passe 2 fois par jour, donc le matin pour les soins d'hygiène et des soins techniques, et le soir pour des soins techniques aussi, puis voir comment s'est passée la journée, s'il faut réévaluer, réadapter les doses d'antalgiques, s'il y a quelque chose à améliorer pour elle. Elle est dans son cadre familier, avec sa famille, dans son univers finalement, donc c'est quand même, je trouve, un confort pour le patient. D'accord, bah, si tu as un problème, tu peux me rappeler. Allez, bon courage. Moi, je ne me focalise pas trop sur ce qui va arriver. C'est vraiment au jour le jour ce qu'on va lui apporter, comment elle est, quand on va sortir de chez elle, comment on va la laisser. Voilà. Ça va bien? Bonjour. La forme? Et vous-même? Je sais pas, j'ai encore pas essayé. Vous n'avez pas essayé? La nuit s'est bien passée? Ouais, bien dormi. Bien dormi? Ouais. Ah bah super. Ouais. Oui. On va attendre 5 minutes que ça fasse bien effet. Non. Pour l'instant, ça se passe bien. Voilà. Bon. Maintenant qu'on a mis tout ça, ça va le faire. Qu'est-ce qui vous fait mal? C'est à quel niveau? La jambe. La jambe. Voilà. Donc, la grande jambe gauche. Voilà. Non. Ça va? Merci. Faudra faire un stock, hein? Je reviens pas. Je reviens pas que je suis là en vie. Que je suis en vie. Je reviens pas. J'ai 54 ans. Je suis en fin de vie. Et je suis chez moi. Quand on m'avait dit que c'était fini, qu'il n'y avait plus moyen de faire quoi que ce soit pour moi, j'ai voulu retourner à la maison et rester faire ma vie, terminer ma vie à la maison. Je ne pensais pas revenir à la maison, pas du tout. On a fait un bonus morphine. Sans effet, sans douleur. Il y avait le problème. Bon, la douleur c'était bien régulée, pas d'hyperthermie. À signaler, hop. Une hospitalisation à domicile, ça nécessite des moyens humains et matériels assez conséquents. On est obligé d'installer au domicile du malade du matériel qu'on trouverait à l'hôpital. Et un des enjeux pour l'hospitalisation à domicile, puisque c'est quand même de respecter l'intérieur d'un malade, un des défis, c'est d'amener les soins tout en essayant de rester assez discret pour ne pas être trop intrusif, pour ne pas réellement transformer cette maison en annexe de l'hôpital. Je voulais juste vous réexpliquer. Donc il y a la petite poche de Plitican si jamais elle avait de nouveau des nausées à déclencher. Donc ce matin, vous l'aviez déclenché à quelle heure? À quelle heure il était? Avant Pas loin de 9 heures. Pas avant qu'on arrive, oui. Donc là, vous pouvez toutes les 6 heures à peu près. Donc là, il n'y a plus de nausées, Madame Festosi. D'accord. Et donc il y a toujours le paracétamol si jamais il y a de la fièvre. Mais bon, maintenant, ça fait plus de 24 heures qu'il n'y a pas de fièvre. Non, là, donc là, ça a l'air d'aller. Normalement, vous ne devriez pas en avoir besoin. Et puis vous savez il y a le téléphone, s'il y a quoi que ce soit, vous nous appelez. Et on arrive dès qu'on peut. Les malades peuvent être assez vulnérables, dépendants. Et les proches vont être nos interlocuteurs.
et vont beaucoup s'occuper du malade aussi. Donc nécessairement, on doit communiquer avec les proches. Parce que si on ne communique pas avec eux, si on ne leur explique pas ce qu'on fait, notamment au domicile des gens, c'est un échec garanti dans les prises en charge. Donc les proches, non seulement il faut leur expliquer où on en est d'un point de vue un peu médical, d'autant plus qu'eux sont témoins jour après jour, heure après heure de l'évolution clinique d'un malade. Donc ils ont besoin d'être informés aussi, d'être rassurés. Et puis nous-mêmes avons besoin qu'ils puissent utiliser certains matériels, aider un malade à se servir d'un lit médicalisé électrique, ça a l'air de rien, mais ce n'est pas forcément naturel. Avec les équipes, ça s'est bien passé dès le début. S'il y avait un souci, on savait où appeler, ce qu'il fallait faire si, quand elle a de la fièvre ou des choses comme ça, les perfusions à débloquer ou des choses comme ça. Donc c'était un bon suivi, quoi. On sent qu'on n'est pas seul, lâché comme ça, il y a du monde derrière nous, quoi. Je pense que ça lui a fait du bien d'être hospitalisée chez elle, parce que justement elle retrouvait un peu ses marques et tout. Et elle savait qu'elle serait moins seule aussi, quoi. Et ça serait moins médical, on va dire. Je viens voir votre belle maman. Allez-y, rentrez. Merci. Oui. La première fois que je vous ai rencontré, donc quand votre médecin traitant nous avait demandé de passer à la maison, j'ai bien vu, vous étiez en souffrance, il y avait la douleur. Je voulais même demander si aidez-moi à mourir. J'ai même demandé à mon fils de m'aider à mourir. Maintenant, je me rends compte que là, maintenant, je vis de nouveau. Je vois mes enfants, quand ils viennent, mes petits-enfants, quand ils viennent, ils me voient avec le sourire. Ouais. Avant, ils me voyaient toujours pleurer, toujours triste. C'est la douleur physique. C'était la douleur physique. La douleur physique, oui, parce que maintenant, je vois qu'il y a maintenant du monde autour de moi qui sont là pour m'aider. Son état d'esprit a bien changé parce qu'avant, elle voulait partir, elle voulait plus rester en vie. Et maintenant, on voit quand même qu'elle fait des efforts pour continuer à vivre quand même, quoi. La prise en charge palliative à domicile réserve parfois des surprises, aussi belles qu'inattendues. Manuel Doron, le médecin de l'HAD polyvalente, se rend au domicile de M. Lucas. Peu de temps avant son retour à la maison, son espérance de vie n'était que de quelques semaines. 7 mois plus tard, M. Lucas a retrouvé goût à la vie. Comment ça va? Ça va, ça va. Ça fait depuis l'été dernier que vous n'avez pas mangé, pas bu. Vous m'avez dit que vous finissez par plus être en manque finalement. Non. Mais le fait de ne pas pouvoir vous lever, marcher, est-ce que ça vous manque? Oui, quand même. Parce que nous, on a effectivement l'impression, on peut se tromper, mais que vous vous êtes presque habitué à ça. Je suis habitué, oui. Vous êtes habitué. Et malgré ça, je me souviens que la semaine dernière, j'étais passé, vous lisiez votre journal, il y a la télévision, on a ses occupations quand même. Hein. Ah oui, la télévision maintenant aussi. Le journal, tout, puis maintenant le football. Ça, c'est bien quand même. Hein. Ah, oui. Ça nous occupe. Non, je me sens bien comme je suis, mais dans ce monde-ci, j'ai pris du courage. Avant, je lisais pas le journal, rien. Ça ne m'intéressait pas. Quand vous étiez tombé malade au début? Il n'y a pas longtemps encore qu'il relit le journal. Il est trop fatigué pour lire, vous voyez. Le fait de voir comment vous vous occupez, c'est un autre marqueur de votre état de santé, je me dirais. Et donc, ça me rend plutôt optimiste, tout ça. On a organisé notre vie autour de ça, sans en parler, c'est trop. Cette structure-là, elle est bien parce que il est quand même à la maison. Oui. Et on vit le plus normalement possible. C'est ça. Ce qu'on ne pourrait pas autrement. Et la nuit, vous arrivez à vous reposer quand même malgré ça? Oui. Oui. C'est beaucoup mieux. Oui. Puis vous savez comment on fait maintenant en cas de souci, 24 heures sur 24, on peut appeler quelqu'un. Hein. Ah, c'est ça qui est bien. C'est bien ça, hein? Ça nous a rassurés et stabilisés un peu. Ça, ça compte. Parce qu'on était affolés, je ne sais pas si vous vous rappelez. Ah je me rappelle très bien, oui. Rien m'affolait et je ne savais plus quoi faire. Tandis que maintenant, on est tranquille. Très bien. Du coup, je vais me sauver alors. J'en dis pas plus, je ne m'invite pas pour le dîner.
Hein? La prochaine fois, je viendrai avec l'apéro et on regardera le foot alors. D'accord. Et il n'y a pas longtemps, il m'a dit, tu sais, je vais bientôt partir. Il vous a dit ça? Je veux pas te laisser seule, mais j'ai plus rien, il a dit. Je dis, ben oui, mais... Ben oui, je dis, on va passer le reste qu'on peut ensemble, le mieux possible. En tout cas, il a une force de caractère, hein. C'est pas que des mots, ça c'est indiscutable. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que qu'il s'accroche et qu'il est, il est bien vaillant encore. Oui, moi je fais tout mon possible pour qu'il y ait une vie normale. Voilà, tout simplement. Comme avant, une vie normale, plus possible. Voilà, ok. Bon, on se revoit bientôt, On d'accord? fait ce qu'on peut, quoi. Voilà. Mais je suis très contente quand même qu'il soit là. L'état de santé d'un malade est fluctuant, peut se dégrader. Et même si on sait réagir, on sait faire beaucoup de choses à la maison, il y a des choses qui peuvent nous dépasser. Et dans ces situations-là, on a besoin de rapatrier le malade à l'hôpital, dans un service de la spécialité qui correspond au problème qui se pose. Mais il y a aussi d'autres situations où je dirais que l'état du malade n'est pas vraiment ce qui pose problème à l'équipe médicale, mais ce qui va poser problème, justement, c'est une espèce d'épuisement des proches, parce que les proches veillent le malade jour et nuit. Ils ne sont pas aux 35 heures, ils sont d'astreinte 7 jours sur 7. Et il y a naturellement un épuisement physique et psychique qui peut s'installer. Et on peut être amené à proposer des hospitalisations dites de répit pour les familles. C'est-à-dire qu'on va rapatrier le malade un temps à l'hôpital, même si on pouvait continuer à faire les soins à la maison, mais pour permettre à la famille de souffler et pour permettre un retour ultérieur du malade à la maison dans de bonnes conditions. L'accompagnement des personnes en fin de vie n'est pas uniquement l'affaire du personnel médical. Des bénévoles sont également présents pour le patient et sa famille. Véronique Barre fait partie d'une association de bénévoles qui intervient au sein de l'unité de soins palliatifs de l'hôpital d'Hayange. Comme elle, il se relaie pour accompagner les malades jusqu'au bout. Bien. On essaie de voir les patients, d'essayer qui s'évadent un petit moment, qui ne pensent pas forcément à leur maladie. On est beaucoup à l'écoute quand même, c'est ça le principal en fin de compte. Même en étant non communicants, eh bien, ils ont aussi des angoisses par moments. Ils sont agités, donc en restant à côté d'eux, ils ne sont pas tout seuls et ça fait beaucoup. C'est jamais du forcing. Voilà. Quand on va voir un malade, c'est toujours en accord avec lui. Voilà. On respecte sa volonté. S'il a envie d'être seul, il a le droit de nous dire non, qu'il ne veut pas de bénévole. Bon, bah, c'est tout, on accepte. On vient pour lui, on ne vient pas pour nous. Après 4 mois d'hospitalisation dans l'unité de soins palliatifs d'Hayange, la maman de José est décédée. Malgré la douleur de cette disparition, José porte un regard apaisé sur la fin de vie de sa mère et sur la prise en charge palliative dont elle a bénéficié. Ce qui m'a vraiment satisfait dans les soins palliatifs, c'est que les quatre derniers mois de la vie de ma maman, donc elle les a passés en soins palliatifs et elle s'y sentait bien. Parce que les soins palliatifs nous ont quand même tous réunis dans une infrastructure qui était accueillante. Le dernier repas de famille qui réunissait tous les petits-enfants et les 2 enfants, bah, c'est dans l'unité de soins palliatifs que ce repas a eu lieu. Il a eu lieu parce que les structures le permettaient, parce que le personnel le permettait. Une fin de vie, quand on est seul, ça peut être tellement douloureux. Et ma maman était par nature quelqu'un, alors contrairement à l'image qu'elle a pu donner, mais c'était quelqu'un d'extrêmement craintif. Et peur de l'orage, peur du temps qui passe, peur de la mort. Et cette peur de l'inconnu, cette peur de l'abandon, ah ben moi j'ai vu cette peur disparaître progressivement chez ma maman. Je me demande même d'ailleurs si en dernier cette peur elle existait encore. Je crois qu'elle y pensait, elle savait que forcément un jour la mort arriverait. Mais moi, je suis presque persuadé qu'elle avait fini par plus avoir peur de la mort.
Je crois que les soins palliatifs apportent à la fois à la société et au champ de la médecine une position un peu décalée. C'est-à-dire qu'on s'autorise à évoquer, alors que la société ne le souhaite pas, alors que la médecine a peur, on ose évoquer la question de la mort. Et on dit que finalement, malgré tous les progrès de la médecine, malgré les souhaits de nos concitoyens, nous continuerons à porter notre situation d'hommes mortels, d'hommes souffrants, d'hommes en difficulté, et que la médecine s'est créée au départ autour de l'accompagnement, parce que les premiers médecins ne guérissaient pas, les premiers médecins accompagnaient. Donc je crois que les soins palliatifs continuent à marquer ou à tenir finalement l'éveil autour de cette question de l'accompagnement et de cette question finalement de la question de la mort et essayent de faire en sorte qu'on ne nie pas trop le fait que l'homme est mortel par définition. À l'heure où les Français s'interrogent sur la fin de vie, la nécessité de développer les soins palliatifs est plus que jamais d'actualité. Une exigence pour faire face aux défis de demain liés notamment au vieillissement de la population. Depuis 30 ans, les acteurs des soins palliatifs se battent pour améliorer l'offre de soins. À Gardanne, dans un lieu unique nommé La Maison, chacun tente d'effacer au mieux ce qui distingue le soignant du soigné. Plus de blouse blanche, plus de frontières entre l'hôpital et la maison. C'est un concept qui est basé sur le respect de la personne malade et en intégrant complètement la prise en charge avec l'entourage, la famille au sens large du terme. Hein. Ça peut être les amis, ça peut être vraiment les personnes qui sont en proximité des résidents. L'idée, c'était de créer un lieu de vie. Comment on peut faire un lieu de vie alors qu'on sait que beaucoup de gens y décèdent? Donc, on nous disait au début, mais vous allez faire un mouroir. Donc, c'était un peu compliqué pour nous de dire que c'est un lieu de vie. Et dans ce concept, il y avait quelque chose qui nous paraissait très important pour nous, c'était le partage des repas ensemble. C'est-à-dire qu'on puisse vraiment manger tous ensemble, que ce soit les résidents, les familles, les visiteurs, les soignants. C'est un temps de travail et en même temps, c'est un moment de partage, où on peut être à table avec des personnes malades qui vont être surpris de manger avec le médecin ou de manger avec l'infirmière et en même temps, pendant ce temps-là, il se passe quelque chose de plus du lien social que de la relation soignant-soigné. Mais il y a quand même quelque chose de l'ordre de la proximité qui s'installe, qui fait qu'on perçoit bien que les patients, dans ce qu'ils sont en train de vivre de difficile, il y a quelque chose de l'ordre de l'accompagnement qui va arrondir les angles. D'accord. Alors la petite sieste. Oh, très bien. On est là pour vivre et partager quoi qu'il se passe. Je pense qu'on les aide à supporter, on les aide à accepter à un moment ou à un autre, mais c'est toujours quelque chose de difficile, quel que soit l'âge, quelle que soit la pathologie. En France, chaque année, 570 000 personnes décèdent. La fin de vie nous concerne tous. Nous devons nous y préparer et anticiper cette étape ultime, que ce soit sous la forme d'une directive anticipée écrite ou en nommant une personne de confiance pour décider à notre place. Le législateur va bientôt compléter la loi Leonetti en renforçant encore la place du patient, nous protégeant ainsi d'éventuelles dérives.
La prise en charge palliative met tout en œuvre pour nous permettre, avec nos proches, de vivre ensemble jusqu'au bout ce temps si précieux et si fort qu'il nous reste à vivre.